Le ciel diurne arbore une teinte bleue caractéristique. Une horloge comtoise rythme le temps grâce au balancement régulier de son pendule en laiton. Et au cœur d'un ordinateur, un minuscule circuit électronique dicte la cadence de milliards d'opérations par seconde. Mhm. En apparence, pour quiconque observe ces phénomènes, la mécanique macroscopique, l'interaction rayonnement-matière et l'électrocinétique n'ont absolument aucun point commun. Leur substrat physique semble séparé par des gouffres infranchissables. Bienvenue dans cette plongée analytique. Bonjour à tous. Notre mission aujourd'hui, en nous appuyant sur un corpus exhaustif de cours de mécanique analytique, d'électromagnétisme et de théorie des systèmes non linéaires, c'est de démontrer que cette diversité n'est qu'une illusion. D'accord, décortiquons cela. C'est un excellent point de départ. Ce qui est fascinant ici, c'est que la nature recycle systématiquement ses structures topologiques fondamentales, en fait. Oui, dès qu'on enlève la matière, le silicium ou le laiton, il reste le sature pur. Absolument. Dès qu'un système physique possède un état d'équilibre stable et qu'on l'en écarte légèrement, la dynamique de son retour à l'équilibre est régie par la même compétition universelle. Il y a toujours une inertie qui s'oppose à la variation du mouvement D'accord. et une raideur qui tente de ramener le système vers son minimum d'énergie potentielle. Sans oublier, bien sûr, la dissipation qui draine irréversiblement l'énergie vers l'extérieur, souvent sous forme de chaleur d'ailleurs. Et c'est cette trinité physique qu'il faut traduire mathématiquement. Mais l'ambition de notre exploration analytique, c'est d'aller jusqu'au bout, avec une rigueur absolue, disons, de niveau Master 2 ou agrégation. Tout à fait. Au lieu de voir de simples masses et des ressorts, on doit conceptualiser un bilan de force ou de tension. L'inertie impose une dérivée seconde par rapport au temps. La dissipation visqueuse, elle, impose une dérivée première, n'est-ce pas? C'est ça. Et la force de rappel est simplement proportionnelle à l'élongation. Si on prend l'équation différentielle fondamentale, m fois la dérivée seconde de x, plus f fois la dérivée première, plus k fois x égale 0. On la normalise pour faire émerger la physique intrinsèque. Voilà, exactement. En divisant tout par la masse, on fait émerger deux paramètres sublimes. La pulsation propre, qu'on note couramment oméga 0, et le coefficient d'amortissement, alpha. L'équation devient alors la dérivée seconde de x plus 2 alpha fois la dérivée première plus oméga 0 carré fois x égale 0. Et c'est là que l'analogie électromécanique prend tout son sens, non? L'inertie mécanique, la masse, ça devient l'inductance L du circuit RLC. C'est l'isomorphisme parfait. L'inductance s'oppose par induction aux variations brutales de l'intensité. Et la raideur du ressort devient l'inverse de la capacité, 1 sur C. Quant à la friction fluide, son pendant thermodynamique exact, c'est la résistance ohmique R. Celle qui est responsable de la dissipation par effet Joule, en fait. Et le fameux paramètre alpha, il est intimement lié au temps de relaxation de l'énergie du circuit, le fameux taux indicé E, qui vaut L sur R. Absolument. Mais si on considère ce système comme une entité cherchant à retrouver son point mort, son destin dynamique dépend d'une compétition stricte entre alpha et oméga 0. C'est l'algèbre qui décide. Ah oui, c'est le polynôme caractéristique qui tranche. On calcule le discriminant, delta, qui vaut alpha carré moins oméga 0 carré. Mais physiquement parlant, je me pose une question sur la limite entre les régimes. Je vous écoute. On sait que si la dissipation est faible, delta est négatif. Le système oscille en perdant de l'énergie exponentiellement. C'est le régime pseudo-périodique. Et si la dissipation est colossale, delta est positif. Le régime apériodique, oui. Un retour visqueux et lent, sans aucun dépassement de l'équilibre. Les racines sont réelles. C'est ça. Mais la frontière mathématique stricte entre les deux, c'est le régime critique où alpha égale très exactement oméga 0. Sauf que pourquoi l'ingénierie s'acharne-t-elle à viser ce régime critique s'il est statistiquement impossible à obtenir dans le monde réel à cause des incertitudes de fabrication? C'est une question fondamentale. L'impossibilité physique d'atteindre la perfection absolue de cette égalité ne diminue en rien son importance capitale en tant qu'asymptote. Le régime critique, c'est l'optimum dynamique par excellence. Comment ça? Imaginons le cahier des charges d'un sismographe, ou même de la suspension d'un véhicule. L'objectif, c'est d'absorber une perturbation et de ramener le capteur à sa position de lecture le plus rapidement possible, et surtout, sans générer d'oscillations parasites qui viendraient fausser la mesure suivante.
Ah, je vois. Donc le régime critique garantit ce temps de réponse minimal absolu sans dépassement. Exactement. En pratique, l'ingénierie se place délibérément dans un régime très légèrement sous-critique ou surcritique. On accepte un micro-dépassement tolérable juste pour frôler ce point de bascule mathématique où la réactivité du système est maximisée. D'accord. Mais cela met en évidence un fait incontournable. L'amortissement condamne le système libre à l'immobilité thermique, de toute façon. La dissipation d'énergie, mesurée par ce qu'on appelle le décrément logarithmique, lambda, elle finit toujours par l'emporter. C'est la loi de la thermodynamique, oui. Le mouvement s'éteint. Donc, pour maintenir une dynamique temporelle continue, il est impératif d'injecter de l'énergie. Il faut forcer l'oscillateur de l'extérieur, avec une excitation périodique. Et là, on change de paradigme. Le formalisme bascule effectivement vers le régime forcé. Et l'analyse devient, disons, prodigieusement élégante lorsqu'on passe dans le plan complexe. L'opérateur de dérivation temporelle d sur dt se mue en une simple multiplication. Par le fameux facteur J-oméga, c'est ça. La pulsation d'excitation déphasée d'un quart de tour. Tout à fait. L'équation différentielle originelle, qui était si lourde à manipuler, se réduit soudain à une simple équation algébrique linéaire du premier degré qui régit des amplitudes complexes. C'est d'une puissance redoutable. L'intuition nous souffle que si l'on pousse une balançoire exactement à sa fréquence naturelle de balancement, oméga 0, l'amplitude va exploser. C'est le phénomène classique de résonance. Mais en épluchant la littérature mathématique sur l'admittance généralisée, je remarque une subtilité troublante. Laquelle? Est-ce que cette résonance, ce pic d'amplitude maximale, se produit véritablement de façon universelle à la pulsation propre oméga 0, pour toutes les grandeurs? C'est là que l'intuition mécanique est trompeuse à ce niveau de précision. Il est indispensable de séparer la grandeur physique observée. Si l'on s'intéresse au transfert d'énergie pure, c'est-à-dire à la vitesse de la masse ou à l'intensité du courant électrique, Les grandeurs de flux, en somme? voilà. Alors oui, la résonance se produit de manière stricte et absolue à la pulsation propre oméga 0. À cet instant précis, la réactance inertielle annule parfaitement la réactance élastique. L'impédance complexe du système devient purement réelle, égale à sa seule résistance. Donc le déphasage entre la force motrice et la vitesse s'annule, optimisant le travail mécanique. Exactement. Le transfert de puissance moyenne est alors maximal, peu importe le niveau de dissipation intrinsèque du système. D'accord, donc pour la vitesse ou l'intensité, le pic est centré, parfait, inébranlable. Mais qu'en est-il de l'élongation spatiale de la masse ou de la charge accumulée sur les armatures du condensateur? L'intégration mathématique induit forcément une distorsion de la réponse temporelle, non? Absolument. La dérivation du module de l'amplitude complexe par rapport à la pulsation d'excitation révèle un décalage fondamental. Le pic d'élongation maximale subit un glissement spectral vers les basses fréquences. Ah ah! Un glissement. Oui. La nouvelle pulsation de résonance devient oméga 0 multiplié par la racine carrée de 1 moins 1 sur 2q au carré, où q est le facteur de qualité. Ce décalage est donc proportionnel à l'inverse du carré du facteur de qualité. Plus le système est dissipatif, plus la fréquence qui maximise l'amplitude spatiale s'éloigne de la fréquence naturelle. Mais comment explique-t-on cela physiquement, au-delà du simple résultat d'une dérivée qui s'annule? Pourquoi un excès disons, de frottement visqueux dans notre système de balançoire empêche-t-il la formation de ce pic? On lit souvent que si le facteur de qualité chute en dessous de 1 sur racine de 2, la résonance en amplitude disparaît purement et simplement. Pour le comprendre, il faut visualiser le bilan énergétique temporel. Lorsque l'amortissement est gigantesque, la force de frottement domine outrageusement les forces d'inertie et de rappel élastique. Le système est tellement englué qu'il répond presque de manière statique à la force motrice. Donc l'énergie n'a pas le temps de s'accumuler. C'est ça. L'énergie injectée par l'excitateur est instantanément dissipée en chaleur avant d'avoir pu être convertie en énergie potentielle élastique. Sans cette accumulation cyclique d'énergie potentielle, aucune surtension n'est possible. La courbe de réponse en amplitude devient monotone décroissante. Le pic de résonance est mathématiquement détruit par la dissipation viscérale du milieu. C'est fascinant. Et à l'opposé du spectre, pour des quartz piézoélectriques d'horlogerie, on observe des facteurs de qualité de l'ordre du million. L'énergie y est confinée dans une bande spectrale d'une finesse inouïe. Ce qui garantit une stabilité de fréquence chirurgicale pour les horloges. C'est une mécanique de précision incroyable. Cependant,
Notre cadre d'analyse souffre d'une limitation majeure, en fait. Ah oui, laquelle? Il reste confiné à un système isolé, à un seul degré de liberté. Or, la nature n'est jamais aussi solitaire. Si l'on arrime plusieurs oscillateurs les uns aux autres, par exemple en connectant des circuits LC par des capacités transversales ou des pendules par des ressorts de couplage, la complexité explose. En effet, on passe à un niveau supérieur. L'équation scalaire originelle devient une équation différentielle matricielle. Elle est gouvernée par une matrice de masse et une matrice de raideur, grand M et grand K. Exactement, m x secondes plus kx égale 0. Mais comment démêler cet enchevêtrement, où le mouvement de chaque élément dicte instantanément le mouvement de tous les autres? Eh bien, la résolution de ce problème à n corps nécessite le passage à la théorie spectrale et à l'algèbre linéaire. Le mouvement global, aussi chaotique paraît-il au premier regard, n'est jamais qu'une superposition linéaire de mouvements fondamentaux intrinsèques. Les fameux modes propres. Voilà, la méthode algébrique exige de chercher les valeurs propres et les vecteurs propres de la matrice dynamique du système. On annule le déterminant de k moins oméga carré m. C'est vraiment analogue à l'acoustique musicale au final. Frapper ce système couplé revient à produire un son complexe, riche et dissonant. La diagonalisation de la matrice, elle, agit comme un prisme mathématique parfait. Elle décompose ce vacarme en une série de notes pures, les coordonnées normales. C'est une très belle image. Mais concrètement, si on réduit l'expérience de pensée à deux pendules identiques, couplées par un ressort central, à quoi ressemblent physiquement ces notes pures issues de la diagonalisation? L'algèbre livre deux vecteurs propres, correspondant à deux modes propres de vibration distincts. Le premier, c'est le mode symétrique. Les deux masses oscillent de concert, parfaitement en phase, avec des amplitudes rigoureusement égales. Donc, dans cette chorégraphie, la distance relative entre les deux masses ne varie jamais. Précisément, le ressort de couplage central n'est donc ni étiré ni comprimé. Il est dynamiquement transparent. La pulsation de ce mode symétrique, grand oméga indice S, est strictement égale à celle d'un pendule isolé, racine de K sur M. D'accord. Et le second mode? Le second vecteur propre révèle le mode antisymétrique. Ici, les masses évoluent en opposition de phase stricte. Elles se ruent l'une vers l'autre, écrasant le ressort central, puis s'en éloignent en le distendant au maximum. Le couplage travaille de manière extrême dans ce cas. Absolument. Cela injecte une raideur supplémentaire dans le bilan énergétique. La pulsation propre de ce second mode, grand oméga indice A, est par conséquent nettement plus élevée. Elle vaut racine de K plus 2 fois la raideur de couplage, le tout sur M. Et chaque mouvement arbitraire du système double n'est qu'une danse complexe dictée par la somme pondérée de ces deux modes. Mais l'abstraction mathématique nous autorise à pousser le modèle à l'infini, n'est-ce pas? Bien sûr. Si deux atomes couplés ont deux modes, que se passe-t-il pour un réseau cristallin unidimensionnel contenant des milliards d'atomes? On ne peut décemment pas diagonaliser une matrice de dimension infinie. La dynamique purement temporelle d'un nombre fini de degrés de liberté doit muter en autre chose. Tout à fait. La nature du problème change d'échelle pour devenir spatio-temporelle. L'équation différentielle couplée se transforme en une équation aux différences finies. Et pour la résoudre, l'outil adéquat, c'est l'ANSATS de l'onde de Bloch. L'onde de Bloch, c'est-à-dire qu'on postule que la solution est une onde progressive qui traverse le réseau. Exactement. Une onde caractérisée par une pulsation temporelle oméga et un vecteur d'onde spatiale k. En injectant cette solution ondulatoire dans le système d'équations, l'algèbre nous offre la clé de voûte de la propagation dans les milieux périodiques, la relation de dispersion. Elle lie mathématiquement la fréquence temporelle de l'onde à ses périodicités spatiales, c'est bien ça. C'est ça. Et cette relation s'écrit oméga en fonction de k égale 2 oméga 0 que multiplie la valeur absolue du sinus de kd sur 2, où d est le pas du réseau. Et cette relation de dispersion, contrairement à la propagation de la lumière dans le vide, elle est profondément non linéaire. Elle prend la forme d'une fonction sinus absolue. La pulsation n'évolue pas proportionnellement au vecteur d'onde, mais la conséquence la plus choquante de cette équation sinus, c'est qu'elle plafonne. Oui, elle admet un maximum mathématique 2 oméga 0. Donc, il existe une fréquence de coupure au-delà de laquelle l'onde est interdite de séjour dans le cristal. Pourquoi un simple alignement infini de masse et de ressorts se comporte-t-il intrinsèquement comme un filtre passe-basse spatial? Si l'on relie cela à la vision globale des interactions mécaniques, l'explication réside dans l'inertie et le déphasage.
Lorsqu'on excite le premier atome de la chaîne à une fréquence basse, l'atome voisin a le temps de réagir, l'onde se propage en douceur. Mais si l'on augmente drastiquement la fréquence d'excitation? L'inertie de la masse l'empêche de suivre le mouvement. Le déphasage entre deux atomes adjacents s'accroît jusqu'à atteindre la valeur critique de π. À cette fréquence de coupure, un atome monte pendant que son voisin immédiat descend. Le milieu spatial est dans totale opposition de phase locale. Ah, je vois. L'onde ne peut plus transférer son énergie vers l'avant. Exactement. Elle se réfléchit sur l'inertie même du réseau. Le vecteur d'onde devient complexe et l'onde progressive dégénère en une onde évanescente. Son amplitude s'effondre de manière exponentielle dès les premières couches atomiques. C'est fascinant. Cette élégance descriptive du filtrage cristallin est bluffante. Mais, et c'est un grand mais, elle repose sur un mensonge par omission monumentale de notre part depuis le début de cette exploration. Un mensonge? Oui. Lequel? Le formalisme linéaire, la proportionnalité stricte des forces. Toute la théorie des matrices, de la résonance et des ondes de bloc présuppose que si l'on double la force, on double l'effet à l'infini. Ah oui, c'est l'hypothèse de base, effectivement. Or, imaginons la conception d'un oscillateur électronique conçu pour y mettre une fréquence radio stable. Pour compenser l'amortissement, on boucle le système avec un amplificateur opérationnel. Si le gain de la boucle est supérieur à 1, la théorie linéaire prédit que l'amplitude va croître exponentiellement jusqu'à violer la conservation de l'énergie de l'univers. Mathématiquement, la solution diverge vers l'infini, c'est vrai. Or, nos montres et nos radios n'explosent pas. Le signal se stabilise avec une amplitude constante. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour les systèmes réels, Sam? Comment la physique rattrape-t-elle les mathématiques ici? Eh bien, cela démontre que la linéarité n'est qu'une approximation valide uniquement dans le voisinage immédiat de l'équilibre. Tout oscillateur entretenu stable dans le monde physique repose obligatoirement sur l'exploitation d'une non-linéarité. C'est le principe de conservation de l'énergie locale qu'il impose? Absolument. Le critère d'accrochage de Barkhausen stipule qu'un système ne peut amorcer des oscillations spontanées, à partir du bruit de fond thermique, que si le produit de son gain interne et du gain de sa boucle de retour est supérieur à 1. Le système est donc, par conception, instable à l'origine. L'amplitude diverge. Mais très vite, la réalité physique s'impose. Voilà, les tensions d'alimentation de l'amplificateur imposent un plafond de saturation. Le gain effectif s'effondre dynamiquement à mesure que l'amplitude grandit, jusqu'à se stabiliser exactement à une valeur moyenne unitaire sur un cycle complet. Et cette régulation autonome, cette capacité du système à moduler son propre amortissement en fonction de son élongation instantanée, elle a été encapsulée dans une équation magistrale. Étudiée initialement pour les lampes triodes, c'est l'équation de Van der Pol. Ah, le joyau des systèmes non linéaires. La dérivée seconde de x moins un facteur multiplicatif devant la dérivée première, plus x égale 0. Ce qui est remarquable, ce n'est pas sa formulation algébrique globale, mais précisément ce terme de friction. Il contient un facteur de la forme 1 moins x carré divisé par le facteur de qualité Q0. Pour de très petites élongations, x est presque nul, donc ce terme global de frottement est négatif. C'est tout à fait contre-intuitif au premier abord. Oui, comment une équation peut-elle produire du frottement négatif sans violer la thermodynamique? En fait, c'est la signature algébrique de la source d'énergie qui pompe de la puissance dans le système. L'amplitude enfle. Mais dès que la variable franchit un seuil critique, disons quand x dépasse 1, le terme au carré prend le dessus. Le frottement redevient positif, dissipatif. Le système pure son excès d'énergie. Il s'autorégule de l'intérieur. C'est brillant, mais la représentation temporelle classique atteint ses limites pour illustrer une telle dynamique. On ne peut plus juste tracer un sinus. Il faut impérativement convoquer la géométrie différentielle et basculer dans l'espace des phases, non? C'est indispensable, oui. L'espace des phases est un repère abstrait, cartographiant simultanément la position sur l'axe des abscisses et la vitesse sur l'axe orthogonal. Pour un oscillateur harmonique, parfaitement linéaire et sans perte, la trajectoire du système décrit une ellipse fermée et immuable. Une signature visuelle de la conservation stricte de l'énergie. Exactement. Mais pour notre système de Van der Pol, porteur de cette dissipation non linéaire fluctuante, l'espace des phases s'anime d'une topologie d'attraction. Si l'on lâche le système près de l'origine, avec une énergie quasi nulle, la trajectoire spirale vers l'extérieur. L'amortissement négatif pompe l'énergie. Et si on le lâche avec une énergie colossale, de très loin, La trajectoire spirale vers l'intérieur pour dissiper l'excès grâce à l'amortissement devenu positif. ces flux convergent irrémédiablement vers une seule et même orbite asymétrique fermée.
Et cette orbite, c'est l'un des concepts les plus profonds de la physique des systèmes dynamiques, le cycle limite. C'est un attracteur topologique fondamental, n'est-ce pas? Absolument. Contrairement à l'oscillateur harmonique, dont l'orbite dépend pour toujours de l'impulsion initiale, l'oscillateur non linéaire souffre d'amnésie. Il oublie ses conditions initiales. Quelles que soient les perturbations qu'il encaisse, il retournera invariablement se caler sur ce cycle limite. C'est cette robustesse structurelle stupéfiante qui garantit la stabilité implacable des horloges biologiques et électroniques. Et la géométrie de ce cycle limite révèle une bifurcation phénoménologique dictée par le paramètre directeur de l'équation, le fameux Q0. Là, si Q0 est très grand, très supérieur à 1, on confine la non-linéarité à l'état de simple perturbation. Le cycle limite reste une orbite lisse, presque circulaire. Les oscillations temporelles produites miment la douceur d'une fonction sinusoïdale pure. Mais si l'on inverse la hiérarchie, si Q0 est très petit, très inférieur à 1, le terme non linéaire domine avec brutalité. L'espace des phases subit une distorsion extrême. Le cercle s'écrase, développant des arêtes et des replis. Que devient le signal temporel face à une telle violence géométrique? Il ne produit plus de sinus. Non, le système cesse de produire des ondes continues pour générer des oscillations de relaxation. C'est un régime pulsé, asymétrique, régi par l'alternance de deux échelles de temps incommensurables, proportionnelles à 1 sur Q0 et à Q0. Ah, donc on a des phases très lentes et des basculements soudains. Exactement. On observe une phase de charge extrêmement lente, quasi statique, où le système accumule de l'énergie potentielle, suivie d'une transition catastrophique, un basculement ultra rapide où l'énergie est libérée ou transférée. Le signal spectral est alors d'une richesse harmonique infinie, se rapprochant de la forme d'onde en créneau. Et c'est exactement le formalisme mathématique qui régit l'électrophysiologie du vivant, en fait. La genèse asymétrique du battement cardiaque ou encore la décharge stochastique des potentiels d'action dans les réseaux neuronaux. Le biologique exploite la non-linéarité forte pour générer des impulsions robustes. C'est une application merveilleuse de ces concepts, oui. Le cheminement conceptuel de notre analyse révèle vraiment l'immensité théorique cachée derrière le balancier d'une simple horloge. Nous avons extirpé l'équation différentielle linéaire de son inertie mécanique pour démontrer son isomorphisme électrique. Nous l'avons soumise à l'algèbre spectrale pour observer l'émergence des ondes évanescentes de la matière cristalline. Absolument. Et face à l'incohérence énergétique du modèle parfait, nous avons dû briser le miroir de la linéarité, dévoilant ainsi la topologie robuste des cycles limites de l'espace des phases qui gouvernent la stabilité de tout oscillateur auto-entretenu. L'abstraction mathématique s'est avérée être le langage le plus direct pour décrire la chair du monde réel. C'est un résumé parfait. Mais cela soulève une question importante. Pour ceux qui écoutent, un franchissement d'horizon décisif. L'oscillateur non linéaire de Van der Pol, bien que complexe, demeure un système d'ordre 2. Son cycle limite est prévisible, confiné dans un plan bidimensionnel. Une simple feuille de papier, pour schématiser. Et alors? La véritable rupture se produit lorsqu'on introduit un troisième degré de liberté. Prenons l'exemple du circuit électronique de Shua. Dès cet ordre 3, le cycle limite se déchire. Les trajectoires dans l'espace des phases ne se ferment plus. Attendez, elles vont où alors? Elles s'enroulent à l'infini autour de deux pôles attractifs, formant une structure fractale vertigineuse en double rouleau, sans jamais croiser leur propre sillage. C'est ce qu'on appelle un attracteur étrange. Le système est gouverné par des lois déterministes absolues. L'équation est connue, exempte de tout bruit aléatoire. Mais à cause d'une sensibilité hyperbolique aux conditions initiales, son futur lointain devient fondamentalement inconnaissable. Exactement. L'oscillateur, l'archétype ultime de la régularité prédictive en physique classique, héberge dans les replis de sa géométrie non linéaire l'essence absolue du chaos déterministe. De quoi repenser totalement nos limites de prédictibilité.